Hello, je vous retrouve du coup pour le bilan lecture du mois de janvier. Et pour tout vous dire, en fait, je viens de filmer l'entièreté de mon bilan. Et mon micro ne marchait pas. Voilà, donc je suis obligée de recommencer à zéro. J'ai parlé pendant 30 minutes, j'ai mal à la gorge. Mais voilà, je vais recommencer parce qu'honnêtement, il y a des grésillements. Et honnêtement, je pense que c'est pas agréable pour vous. Donc je vais quand même recommencer. Du coup, ça va être peut-être un peu plus succinct que ce que je disais tout à l'heure. Parce que, voilà, c'est un peu agaçant quand même de répéter, mais voilà, je voulais quand même refaire parce que je voulais pas qu'il y ait des grésillements dans les vidéos quand même. Donc juste pour vous prévenir, j'ai eu 5 romans où j'ai mis 5 étoiles ce mois-ci, ce qui est énorme. C'est la moitié de ce que j'ai d'habitude dans l'année. Peut-être pas, j'ai peut-être une quinzaine de 5 étoiles dans l'année, mais c'est vrai que là j'ai fait fort, je sais pas comment j'ai fait. Donc sans tergiverser, je vais vous présenter mon premier roman. Donc du coup, j'ai lu La réputation perdue de Lord Ballantyne, David Dunmore. Donc c'est le tome 2 des Rebelles d'Oxford chez J'ai lu. Donc dans la collection Regency. Donc en fait, en général, ce sont plutôt des romans, voilà, des romances, mais dans l'ère victorienne ou bien après, et où vous avez des femmes qui revendiquent leurs droits, notamment dans le premier tome, qui revendiquaient leur droit de vote, et voilà, les suffragettes, etc., et qui du coup essayent de parler et de mettre dans leur poche des députés pour qu'ils plaident en leur faveur au Sénat, etc., au Parlement. Et là c'est pareil, c'est une femme assez dévergondée qui va du coup avoir des revendications et elle prépare du coup, je crois, un coup d'état, pas un coup d'état mais une sorte de coup d'état, et elle va découvrir que une partie du capital est détenue par Lord Ballantyne, et elle va lui... Ah oui, il accepte de lui céder sa part, sauf qu'en retour, il veut quelque chose. Bref, ça reste de la romance, ça se lit très bien. Oui. Moi, j'aime juste ce côté un peu historique, cette période historique, et aussi ce côté féministe, revendication, etc. Voilà, ça reste une romance de base, donc ça se lit assez bien. Je lis, voilà, ça fait passer le temps, et puis ça me... C'est vrai que comme ça se lit assez vite, je suis assez contente, et puis en plus, ça repose le cerveau entre deux romans de fantasy. Ensuite, là j'ai lu Monsieur Mercedes de Stephen King, donc c'est le premier tome de la trilogie Bill Hodges. Donc là c'est un policier, moi j'ai lu 2 romans de lui, mais plutôt dans la catégorie fantastique, pas horrifique, mais psychologique peut-être. Et j'ai voulu tenter celui-ci parce que je voulais lire de base le livre Holly, mais on m'a dit que c'était mieux de lire celui-ci, cette trilogie, parce qu'on découvre le personnage d'Holly dedans. Et finalement, je viens de voir beaucoup d'avis négatifs sur Holly, donc en fait, je me dis, est-ce que ça vaut la peine que je continue? Et donc là, on suit un personnage qui conduit une voiture et qui va foncer sur des gens, en fait, intentionnellement pour tuer des personnes. Et du coup, Bill Hodges, qui est retraité, va reprendre l'affaire 1 an après. Et donc, ils vont jouer au jeu du chat et la souris. J'ai pas particulièrement accroché, je crois que j'ai mis 3 étoiles parce que je trouvais que l'intrigue était très prévisible, que c'était assez plat, que c'était assez facile par moments. J'ai pas accroché au personnage de Bill Hodges, je l'ai trouvé assez plat, peut-être. En fait, c'est pour ça, en fait, je pense que je suis déçue de Stephen King parce que j'ai vraiment adoré les 2 autres que j'ai lus, mais c'était dans un autre contexte et c'était pas du policier. Donc peut-être que je suis pas trop peut-être que le policier ne me convient pas chez Stephen King, j'en sais rien. J'ai lu là, le 2e tome, là on est en début février, j'ai lu le 2e tome déjà, et pareil, j'ai mis que 3 étoiles. Je vais finir parce que j'ai le 3e tome dans ma palle, mais du coup je suis pas sûre de lire Holly si vraiment le 3e tome est dans la même lignée. Et au niveau de la psychologie, je trouve que je sais pas, c'est des personnages. J'ai l'impression en fait de regarder un peu Esprit criminel parce qu'on analyse un peu les personnages, mais les personnages sont assez prévisibles et les traumas, enfin tout, et c'est un peu du vu et du revu. Alors est-ce que c'est parce que ça a été écrit en 2014, il y a 10 ans, je ne sais pas, mais voilà, je n'ai pas spécialement accroché, et puis voilà, le personnage de Bill Hodges n'est pas du tout attachant, donc ça m'a pas du tout aidé non plus. Ensuite, j'ai lu Nothing Like the Movies de Lynn Painter, donc, qui est la suite de Better Than the Movies, que j'avais beaucoup aimé. Donc, dans le premier tome, on suit Liz et Wes qui sont au lycée. Ils sont voisins, ils se détestent cordialement, hein, ils s'embêtent, ils se lancent des piques, etc. Et le crush de Liz qui revient dans la ville, et du coup, elle va tout faire pour aller au bal de promo avec lui. Et Wes va l'aider. Donc forcément, c'est une rom-com, on sait ce qui va se passer, il va l'aider, ça va y rapprocher, il y aura des sentiments, etc. Et j'ai beaucoup aimé cette fraîcheur, parce que Lise est hyper pétillante, même si elle est réservée, elle est hyper positive, elle adore les comédies romantiques qu'elle regarde avec sa mère. Du coup, il y a beaucoup de références à des comédies romantiques, je pense que vous voyez aussi là sur la couverture. Et Wes c'est carrément un green flag, voilà,
une rom-com de lycéen, voilà, c'est très frais, donc moi ça m'a beaucoup plu. Et là ils sont à l'université, donc on sait dès le départ qu'en fait ils se sont séparés suite à un événement, on ne sait pas lequel, et ils se sont séparés. Et donc ils sont à l'université, ils sont grandis, donc ils sont chacun dans une université différente, etc. Et ben en fait Wes, parce qu'à Paris on comprend que c'est lui qui a arrêté la relation, va tout faire pour la reconquérir du coup via les moyens des comédies romantiques, enfin des mises en scène, etc. J'ai pas du tout aimé Enfin c'est pas que j'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé que les personnages étaient vraiment différents du premier tome. Alors oui, on change entre le lycée et l'université, mais là c'était... Je les reconnaissais pas en fait les personnages. Le Green Flag, je le voyais pas du tout. Le personnage de Wes est assez distant, froid. Il est, je trouve, un peu manipulateur et je trouve qu'il blâme un peu les autres pour ce qui se passe. Et Lise, je retrouve pas son côté pétillant, sa fraîcheur, son côté addict des comédies romantiques. Et voilà, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas trop de côté lumineux à ce roman, enfin, de côté frais, de côté... Voilà, enfin, qu'on attend d'une comédie romantique, en fait, entre lycéens ou universitaires, en fait. Et voilà, j'ai pas du tout accroché, je trouve qu'on ne retrouvait pas du tout les personnages. Je pense que Better Than the Movies aurait dû rester un one-shot, parce que là, c'est une suite qui n'apporte rien, déjà, et en plus qui est médiocre. Alors, c'est très très méchant ce que je vais dire, parce que médiocre, j'aime pas dire ça, mais c'est vrai que, en fait, quand vous faites une rom-com, c'est censé être une rom-com, en fait, et là, il y a beaucoup de négatifs, en fait, je trouve, dans ce roman, qui est censé être quelque chose de positif. En tout cas, dans le premier tome, c'était très positif. Donc voilà, ah oui, moi, ce que je voulais lire aussi, c'est cette série-là. The Do-Over, Betting on You, etc. Je crois que c'est une saga, mais je crois que ce sont des tomes compagnons, mais où on revit les scènes plusieurs fois, où du coup il peut changer un peu sa destinée, entre guillemets. Il ou elle, je ne sais plus d'ailleurs. Mais ça me faisait très envie, parce qu'il y avait beaucoup de bons avis. Je dirais quand même Lynn Painter pour les autres romans, même si celui-ci m'a déçu, mais c'est vrai que ouais, j'ai pas trop retrouvé les vibes du premier tome. Ensuite, j'ai lu les tomes 2 de La Tour de Garde, donc le tome 2 de Capitale du Sud, donc 3 Lucioles de Guillaume Chamanadjian, le tome 2 de Capitale du Nord, Mort-Rejet de Claire Duvivier, chez Aux Forges de Vulcain. Donc là, c'est mes premiers 5 étoiles, donc 5 étoiles, 5 étoiles, donc mes 2 premiers 5 étoiles. Et j'ai adoré. Je vais pas vous faire l'affront de faire le résumé, parce que je crois que j'en ai déjà parlé quand j'ai fait le vlog, et puis de toute façon je vous mettrai tous les titres en barre d'infos, et j'ai adoré. Voilà, c'est des suites plus psychologiques, plus... Ouais, c'est peut-être plus tourné psychologique que premier tome, où on avait pas mal la découverte de l'univers, des personnages, et des fins, des cliffhangers de folie. Et là c'est plus, je trouve, centré sur leur psychologie, sur leur... ils sont un peu, pas torturés, mais si, quand même, ils sont torturés entre plusieurs choses, et ils sont un peu désespérés, voilà, c'est beaucoup de choses qui se passent dans ce tome-là. J'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai mis 5 étoiles, de toute façon. Et bon, forcément, je pense que vous l'avez déjà vu passer, mais celui-ci est un peu plus chaud, un peu plus provençal, un peu plus gourmand, et celui-ci un peu plus froid, un peu plus piquant, un peu plus... peut-être un peu plus... je sais pas comment dire. Enfin, je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. Et même la plume est plus froide, plus incisive qu'ici, aussi un peu plus... Voilà. Plus agréable à lire peut-être, mais moi j'aime beaucoup la plume aussi de Claire Duvivier. Et voilà, donc c'est une saga, je pense que si vous êtes même pas trop lecteur de fantasy, vous pouvez vous lancer dedans, parce que l'univers est pas très complexe. Mais il y a aussi pas mal de politiques qui s'invitent, de problèmes avec les colonies, de rébellion, de pouvoir, voilà, de secrets. Enfin, c'est vraiment un mélange de beaucoup de choses, et c'est très bien fait. Les univers commencent à se rejoindre, et puis vous avez aussi cette magie, ce petit côté de fantasy, magie, où on a un monde un peu parallèle, où Nox va, et en fait c'est un monde de brume, et il y a personne, en fait, il voyage d'un monde à l'autre, il comprend pas trop encore ce que c'est, et on va découvrir au fur et à mesure, et voilà. Je vous conseille vraiment, parce que en plus ce sont des lectures hyper addictives, ils se lisent hyper vite, les plumes sont hyper fluides, et je dis beaucoup le mot hyper, j'ai l'impression, mais voilà, je vous conseille vraiment, parce que c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup, et j'ai hâte de lire le 3e tome de chaque trilogie, que j'ai déjà dans ma palle, mais voilà, je vais attendre un petit peu le bon moment.
Ensuite, j'ai lu Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, donc c'est le premier tome de la duologie, donc chez Brajlon. Et je l'ai lu en lecture commune avec Marine, et c'est vrai qu'on a été un peu déçus. Parce que vu la hype, je me suis dit, vu que vraiment ces livres sont populaires, je me suis dit, bon bah, je vais peut-être pas adorer, mais au moins bien aimer. Là, on suit Lara, donc du coup, qui est la fille, qui est l'une des 12 filles du roi de Maridrina. Et en fait, elles sont élevées depuis toute petite pour devenir, pour séduire, espionner, combattre, etc. Donc elles ont toutes les qualités. Et en fait, elles sont pour en fait devenir, parce qu'il y a eu un accord pour se marier du coup avec le roi de Dithikana. Et en fait, Lara, le jour du choix, en fait, elle va empoisonner toutes ses sœurs, comme ça c'est elle qui choisit pour être envoyée chez le roi Aren. Donc elle va être envoyée, et en fait, pourquoi il y a toute cette manigance, c'est pour que... Parce qu'en fait, Dithikana a le monopole sur un pont, qui est le principal lien commercial avec les autres contrées. Et en fait, tout ce qui arrive par lui, en fait, par ce pont, en fait, est après dispatché, sauf que Maridrina souffre de la faim, de beaucoup de choses. Et en fait, ils se disent qu'en fait, ils doivent tout regarder pour eux, et en fait, ils veulent découvrir les secrets du pont, les points d'accès, les points de vulnérabilité, machin, pour une possible invasion, etc. Donc elle est là pour ça, pour espionner, pour trouver des points d'accès, d'entrée, etc. Et bon, ils vont se marier, mais vraiment rapidement, c'est une cérémonie qui dure 5 minutes. Et voilà, c'est une romantécie, on sait ce qui va se passer, même si au début, lui, il est assez méfiant. Elle est là juste pour espionner de base, il y a les sentiments qui vont se dessiner, etc. Le personnage d'Aren, j'en ai beaucoup entendu parler, comme quoi c'était le book boyfriend, ces choses-là. Alors effectivement, c'est un green flag, parce qu'il est assez bienveillant, il est protecteur, etc. Mais je l'ai trouvé assez plat dans son ensemble. Et Lara m'a assez agacée au début parce elle prend des décisions... alors je sais pas, elle a été entraînée toute sa vie pour espionner, pour réfléchir, pour combattre, etc. Et au final, elle prend des décisions irréfléchies. Donc j'ai pas trop compris. Et voilà. Et donc la fin était hyper prévisible parce que à la moitié du roman, avec Marine, on se faisait des hypothèses. Et on a deviné la fin... la trahison, les machins, enfin voilà, tout. Et ça me dérange pas que ce soit prévisible, du moment que c'est bien fait, que c'est bien amené, que c'est cohérent, etc. Mais au niveau des personnages, je me suis attachée à aucun des personnages, et ce qui est très dommage, parce que dans un roman, comme je vous le disais, c'est hyper important pour moi. Et voilà. Par contre, la fin donne effectivement bien envie de lire la suite, donc de toute façon, là, on a prévu de lire le tome 2, parce que je l'ai dans ma palle de toute façon, et on va le lire là en février, pareil, en lecture commune. Si j'aime bien, je continuerai peut-être avec la deuxième duologie qui tourne sur d'autres personnages de cet univers, mais voilà, sinon non. Et si vraiment j'aime beaucoup le tome 2, je pense que je revendrai cela et prendrai la version VO qui est beaucoup plus jolie, parce que je suis pas très fan de cette couverture qui est un peu trop girly à mon goût. Mais voilà, c'est une petite déception, je trouve, au niveau de surtout par rapport à la hype, voilà, parce que c'est pas mauvais, et je vais lire la suite parce que la fin me donne envie de lire la suite, mais c'est vrai que c'est... Vu la hype et les coups de cœur que j'ai vus, je m'attendais vraiment à beaucoup aimer, et c'est vrai que c'est dans ce sens que ça a été une déception. Ensuite, du coup on va passer à un coup de cœur. Du coup j'ai lu Divine Rivalité ou Divine Rivals en anglais, parce que j'ai les deux, oui effectivement. À la base j'avais acheté, comme j'ai découvert Rebecca Ross avec 4 romans en VO, enfin 4 de ces romans mais que j'ai lu en VO du coup parce qu'ils ne sont pas traduits, je me suis dit je vais lire Divine Rivals en anglais vu que je connais sa plume en anglais, mais comme cette version était beaucoup trop jolie, et que je suis superficielle, je l'ai prise, voilà. Donc cette fois je l'ai lu en français, parce que c'était dans le cadre d'un book club, je l'ai lu en anglais, et même comme ça la traduction est très belle, c'est très poétique. J'ai pas vu vraiment pas d'incohérence, mais de problème au niveau de la traduction. Et là du coup je vais pas vous faire l'affront de faire le résumé, parce que je pense que tout le monde connaît ici le résumé, de toute façon je vous mets les titres en barre d'infos, et honnêtement j'ai adoré. Voilà, c'était une lecture, voilà, une plume très belle, très poétique, avec beaucoup d'émotions, et ce mélange entre l'horreur de la guerre et la poésie et la beauté et l'émotion dans les lettres, les échanges, les sentiments, etc. C'était vraiment, voilà, génial. J'ai trouvé que c'était très bien dosé entre chaque chose. Il y a des moments d'horreur, parce qu'on parle de... Il y a des moments où on est au front, donc vraiment là où ça va pas, avec les blessés, les morts, vous avez les disparitions, vous avez toutes ces horreurs en fait liées à la guerre, entre cette guerre de Dieu en fait qui appelle des soldats en fait à combattre pour eux, et vous avez toute cette poésie dans leurs échanges. Vraiment c'est très poétique, c'est très touchant, même leurs histoires sont très touchantes je trouve.
Ouais, j'ai vraiment adoré. Voilà, Rebecca Ross, de toute façon, pour moi, après sa première duologie où j'ai eu un coup de cœur, donc The Queen's Rising et The Queen's Resistance, c'est pour moi une autrice chouchou aussi, je lis tous ses romans. Voilà. J'ai juste du coup la duologie donc avec A River Enchanted et Fire Endless que j'ai pas lu mais qui est dans ma palle. Mais là du coup on va dire le tome 2, toujours dans le book club je crois, bah là en février, du coup je vais finir deux duologies en février, du coup que j'aurais commencé en janvier. Mais honnêtement ça reste du young adult donc ça peut pas plaire à tout le monde. Mais moi j'ai trouvé ça hyper beau, hyper touchant et puis la fin. Et surtout la fin quoi, c'est vraiment une fin limite, en fait c'est ce que je disais à une de mes copines, c'est limite je voulais prendre le tome 2 tout de suite en fait, mais bon comme il était tard et que je me suis dit bon de toute façon il est en LC en février, mais si c'était pas en LC je pense que j'aurais pris le tome 2 et j'aurais lu directement à la suite, mais bon je me suis un peu retenue. Ensuite j'ai lu le tome 3, Absolu les éveillés, donc de Margot Dessen chez Big Bang. Et ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je comprenais pas aussi pourquoi celui-ci était chez Brajlon, alors que moi je l'aurais mis chez Big Bang, parce que au niveau de l'intrigue, du développement des personnages et de l'univers, c'est pas trop complexe ni en profondeur, donc je pense que ça aurait pu très bien. Après c'est peut-être l'âge des personnages, puisqu'ils sont adultes, mais c'est vrai que je trouvais que c'était assez YA dans l'exécution. Et du coup, pour revenir à celui-ci, donc j'ai lu les premiers et deuxième tomes l'année dernière, fin 2024, dernier trimestre 2024, et donc j'ai lu celui-ci en janvier et j'ai été assez déçue. Alors vous voyez, en fait j'ai beaucoup de 5 étoiles, mais j'ai aussi des déceptions ce mois-ci. J'ai beaucoup aimé le premier et le deuxième tome, voilà, surtout dans le premier où il y avait des vibes du labyrinthe et de Divergente, juste des vibes, hein, n'allez pas comparer les romans. Et là c'est le final, donc moi je m'attendais vraiment à ce que ça pète, qu'il y ait des révélations sur révélations, des rebondissements, etc. Pendant toute la première moitié, au moins la première moitié, je me suis ennuyée. Mais vraiment, je me suis ennuyée et en fait je tournais les pages, j'étais comme ça. Bon, quand est-ce que ça arrive? Quand est-ce qu'il y a au moins une petite révélation pour relancer le truc en fait? Et en fait je trouve que c'était mal dosé au niveau du rythme parce que tout est arrivé en fait dans la seconde partie, on avait des révélations, sur révélations, des rebondissements, des scènes d'action, des morts, des machins, des combats. Et puis tout ça dans la deuxième partie, en sachant que c'est le tome 3, je trouvais que c'était un peu mal dosé au niveau du rythme. Et au final, ce que je me dis, c'est que je me suis attachée à aucun des personnages. Ce qui est très triste, hein, parce qu'il y en a énormément. Au début, on suit vraiment principalement 3 personnages dans le premier tome, et au fur et à mesure, on rajoute des personnages secondaires qui deviennent des personnages principaux. Donc là, il y a énormément en fait, de personnages principaux, et je me dis, j'arrive pas à m'attacher à un seul des personnages, ce qui est triste. Et en plus, je trouve que les personnages sont pas forcément cohérents par rapport à leurs attitudes, leurs actions, notamment Prime, qui est un des personnages principaux du premier tome. J'aimais beaucoup sa personnalité dans le premier, et là je trouve qu'il perd en personnalité en fait, et je retrouve pas ses convictions, ses motivations, et ça en fait ça va pas avec ses actions en fait, je trouve, ou plutôt son inaction. Voilà, c'est plus ça. Et par contre, il y a d'autres personnages qui se révèlent et qui sont secondaires et qui deviennent du coup ici principaux et qu'on découvre du coup parce qu'on les voyait pas trop dans le premier et deuxième tome, et là, comme ils deviennent personnages principaux, on les découvre, et je trouvais qu'il y en avait qui étaient hyper bien faits au niveau surtout de leur passif et de ce qu'ils deviennent, leurs réflexions, etc. Et voilà, j'ai adoré certains personnages, mais pas d'attachement. Donc j'ai adoré leur évolution, voilà, mais j'ai pas d'attachement au personnage, qui est dommage. Et puis voilà, on a des réponses à toutes les questions. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi ce côté propagande ou contre-propagande du gouvernement, voilà, qui est un peu lavage de cerveau pour le peuple. Et puis vous avez cette rébellion, etc., comme dans toutes les dystopies classiques. Voilà, pour moi ça reste très classique dans l'exécution. Voilà, toutes les étapes classiques d'une dystopie, vous les avez dedans. Ce qui change, c'est les personnages, la finalité et forcément le pourquoi de ce qui se passe. L'origine, on va dire, de tout ça. Et puis voilà, c'est le jeu. Puis après, je trouvais que le concept de mobiliser était assez sympa, notamment ce qu'on nous révèle dans le premier tome au sujet des mobilisés. J'ai trouvé ça hyper original. Et voilà. Mais mis à part ce troisième tome un peu décevant, je trouve que les deux autres sont assez bien faits et que j'avais bien aimé. Juste une petite déception pour ce troisième tome, mais voilà, si vous voulez une dystopie, voilà, si vous aimez les dystopies, je pense que vous pouvez foncer, mais ne vous attendez pas, ne le comparez pas à Divergent, ne le comparez pas à Hunger Games, ne le comparez pas au Labyrinthe, etc. C'est vraiment une dystopie à part, même si voilà, comme chaque dystopie a un peu ce fil rouge un peu commun,
Voilà, vous retrouverez forcément des similitudes, mais voilà, il ne faut pas comparer non plus, ce qui n'est pas comparable. Ensuite là j'ai mon quatrième 5 étoiles, un de mes coups de cœur de janvier. Ruine, c'est le troisième tome des Terres bannies de John Gwynne chez l'édition Léa. Il fait plus de 700 pages, mais honnêtement je ne les ai pas vus passer. Il y a des petits romans que je vois passer parce que je m'ennuie, notamment. Alors je vais pas dire que c'est des petits romans parce qu'il fait quand même 500 pages je crois, 600 quelques, mais c'est vrai que voilà, je l'ai senti passer au début. Et là pas du tout, et j'avais lu le premier à sa sortie, le deuxième à sa sortie, et celui-ci bah, je le lis en fait quand le tome 4 vient de sortir, donc j'ai attendu un petit peu, donc j'avais un peu des lacunes au niveau des événements passés, mais j'ai lu un résumé spoilant. Enfin, le premier tome, je me souvenais parfaitement, bizarrement, alors que c'est le premier que j'ai lu. Tome 2, c'est un trou noir. Donc du coup, j'ai lu un résumé spoilant. Et je suis rentrée dedans. C'est vrai qu'au début, il y a énormément de personnages. C'est le truc des fantaisies un peu high fantasy classiques comme ça. Type classique, hein, j'ai envie de dire. C'est qu'il y a énormément de personnages à suivre, énormément de points de vue. Donc au début, ça a été un peu chaotique. Mais passé les 100 premières pages, après, ça coulait de source. Et j'ai adoré les retrouver, en fait, tout simplement. Et ce qui est bien, c'est que... Enfin, moi, pour avoir découvert la fantaisie adulte avec Gmail, je trouve qu'il y a des vibes de Gmail, mais en beaucoup plus moderne, en beaucoup plus complexe, ou qui mettent en avant des personnages féminins aussi assez badass, guerrières, courageuses, réfléchies, stratèges, et voilà aussi des personnages masculins du coup très bien écrits, avec une bonne personnalité et assez complexe. Et vous avez toujours du coup cette prophétie donc, qui est assez classique dans les romans de fantasy, de high fantasy, avec le soleil noir et l'étoile vive, donc le bien, le mal, etc. Et le petit forgeron, le petit-fils de forgeron, pardon, qui devient grand au fur et à mesure des tomes, qui grandit, qui mûrit. Et voilà. Et par contre, dans celui-là, même s'il y a énormément de personnages, je me suis attachée à beaucoup de personnages. Et ce qui est le problème en fait, parce que Mel de Mel & Books, du coup, qui m'a recommandé du coup pour les 12 livres pour 2025, au début elle m'a recommandé cette série, mais comme j'étais en train de la lire, elle m'a recommandé plutôt L'Ombre des Dieux, qui est sa seconde saga, qui est déjà dans ma palle, mais je vais attendre de finir au moins le 4e tome de cette saga. Et elle était en sanglots devant le tome 4, donc j'ai un peu peur. Et pour celui-ci, déjà tout le monde me disait bon courage pour la fin, et effectivement, même en m'attendant à ce qu'il y ait quelque chose à la fin, j'ai eu le cœur brisé. C'est juste les 2-3 dernières phrases. Vous refermez le livre, vous dites « C'est quoi cette fin ?» Et tout le monde me dit « Mais je t'avais prévenu !» Mais oui, même en me prévenant, je le savais, mais ça n'empêche pas que ça me brise le cœur quand même. Donc voilà, donc déjà là, la fin c'est catastrophique, donc je n'imagine même pas le tome 4. Je pense que du coup il va y avoir des morts, parce que là déjà il y en a eu. Et d'ailleurs j'étais très triste, et oui, donc Mel était en sanglots dans son vlog à la lecture du tome 4, donc j'ai un petit peu peur. Un petit peu. Quand même. Mais voilà, c'est... Alors, pour celui-ci, je pense qu'il faut quand même avoir un bagage quand même de fantaisie derrière. Mais honnêtement, c'est hyper... Ça se lit très bien. Moi, honnêtement, j'ai pas buté sur l'écriture, j'ai pas buté sur l'intrigue de manière générale. C'est hyper fluide. Je sens pas les pages passer. C'est gros coup de cœur. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Et puis en plus vous avez des géants, enfin vous avez plein de créatures, et puis vous avez vous avez Corban qui se... Est-ce que je dois le dire? Non, je ne vais pas le dire. Et puis vous avez aussi cette magie, vous avez des artefacts en fait qui donnent un certain pouvoir, et du coup ils essaient de récolter les artefacts voilà, qui sont a priori je crois faits avec une étoile tombée du ciel ou quelque chose comme ça, je me souviens plus trop. Et voilà. Donc j'attends une fin assez épique, mais en tout cas j'ai adoré, je vous conseille si vous avez déjà lu de la fantasy, de vous plonger dans celle-ci, qui est le plot de base somme toute assez classique, mais en fait qui se complexifie, et en fait on voit bien que par rapport aux révélations qu'il y a eu là dans Ruine, que c'est beaucoup plus complexe que ça, et ça j'ai adoré. D'ailleurs les révélations là, dans la deuxième partie de Ruine, c'était pépite. Et du coup mon 5 étoiles, donc gros coup de cœur aussi, L'héritage du Jade de Fandali. Pareil, gros coup de cœur pour toute cette saga, j'ai mis gros coup de cœur pour le premier, le deuxième tome et le troisième tome. Donc les deux premiers font partie de ma vidéo des meilleures lectures de 2024 et celui-ci fera partie de mes meilleures lectures de 2025, je pense. Hein. Et voilà, très très bonne conclusion. Où en fait, là on est un peu moins dans cette guerre de clans, donc avec la violence, etc. Mais on est plus dans cette guerre qu'ils appellent guerre lente, donc une guerre pour avoir du pouvoir, pour étendre son influence, mais via des voies
un peu inattendus, comme le commerce, l'investissement immobilier, les partenaires commerciaux, enfin les choses comme ça, la politique, notamment avec le Conseil royal, etc., pour gagner des voix. Enfin, il y a énormément de choses qui se passent, vous avez cette famille torturée. Moi je trouve que vraiment le point principal, c'est la relation entre les personnages hyper complexes, hyper torturés, qui doivent faire des choix à chaque instant, qui doivent faire face aux conséquences. Puis vous avez ce choix entre le devoir, l'honneur, le clan en fait, ou la famille, qui se distinguent en fait. Et voilà, les choix sont cornéliens des fois, c'est vraiment... Des fois je sais même pas comment ils peuvent faire des choix comme ça, moi je pourrais pas. Et c'est en ça qu'ils sont torturés, c'est en fait, il y a le clan qui prime l'honneur, mais est-ce que ça doit passer au-dessus du code de la famille, etc. Voilà, il y a énormément de questions qui se posent, on parle aussi de racisme, de différence, de genre, de classe sociale, vraiment franchement, c'est un livre, enfin c'est une saga hyper complète, bien que ce soit de l'urban fantasy, donc de base avec un univers de fantasy, avec le jade, le commerce du jade, le jade qui procure des particularités aux gens, donc rapidité, force, etc., peu importe, pour dévier des objets, etc. Et vous avez aussi tous ces côtés politiques, parce que vous avez des continents en guerre, vous avez cette exploitation du jade, donc ce commerce qui est hyper important pour les îles de Kekon, parce que c'est la ressource principale qu'ils vendent. Et moi je trouve que c'est hyper complet, ça aborde des thèmes vraiment différents, variés, mais hyper important et d'actualité en plus surtout, et puis cette soif de pouvoir en fait, jusqu'où va cette soif de pouvoir, jusqu'où on doit aller en fait, et à quel moment ça s'arrête, et conclusion parfaite. Voilà, moi j'ai pas d'autres mots, j'avais pas vraiment de fin en tête, mais c'est vraiment une conclusion parfaite, ça conclut très bien la saga. Il y a pas une petite morale, mais ce petit truc à la fin avec Anden du coup, qui... Voilà, ça ajoute un petit message en fait, et ouais, j'ai adoré. Je sais pas quoi vous dire de plus en fait. On a des sueurs froides, on a peur pour les personnages, on en déteste, il y en a que je voulais trucider. Mais c'est ça aussi qui fait que on voit les bons auteurs, c'est qu'en fait, même les personnages qu'on est censé détester, on les déteste vraiment, donc c'est qu'ils sont bien écrits, et puis voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus, à part que je lirai volontiers les autres romans de Fondali, et que je vous conseille vivement cette saga, surtout que l'univers n'est pas si complexe que ça, c'est surtout qu'il y a beaucoup de personnages, un peu comme Ruine en fait, il y a beaucoup de personnages et beaucoup de lieux différents, beaucoup de voyages, etc. Et ouais, beaucoup de lieux et de personnages, c'est surtout ça qui joue, mais après voilà, l'univers en soi n'est pas si complexe que ça, donc je vous recommande à 100%. Voilà, sur ce, je vous laisse avec mon bilan lecture de janvier. Dites-moi s'il y en a que vous avez lu et que vous avez aimé ou pas. Et s'il y en a qui vous disent et qui sont dans votre wishlist. Et puis, moi je vous retrouve, du coup, j'espère que... Je pense pas avoir des 5 étoiles, 5 étoiles chaque mois, mais j'espère en avoir au moins quelques-uns par mois. Et puis moi, sur ce, je vous retrouve pour une prochaine vidéo qui sera sûrement un vlog, si je dis pas de bêtises. Et si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, mettez-moi un petit dragon, ça ira très bien. Voilà, sur ce je vous laisse et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.